Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2016 et le 14 Tevet, 14 Tevet 5777. Nous avons choisi le thème de ce cours est se connecter, être connecté plutôt. Être connecté, c'est quoi en fait? C'est quoi en fait être connecté? Euh, on a deux, dans la vie, on a deux états. Je ne parle pas des États-Unis, ni l'État du Québec. On a deux États. On peut être, comment dirais-je, on peut être dans le coup ou ne pas l'être du tout. On peut rêver ou on peut être dans la vie active. On peut vivre intensément des sentiments ou être complètement déconnecté de tout sentiment possible. En fait, on est dans un monde binaire. Binaire, vous savez ce que c'est? On a tous des iPhones, des cellulaires, ou des ordinateurs. Tout ça, ça fonctionne sur du 0 et du 1, en fin de compte. Et le 0 et le 1, ce sont deux valeurs qui sont représentées dans la logique booléenne, dans les mathématiques, l'algèbre booléenne, qui représentent en fait le vrai et le faux. Le 0, c'est le faux, et le 1, c'est le vrai. D'accord? Donc on est dans un monde qui est tout le temps dans une situation où on est ou dans le soleil ou dans l'obscurité. Ou on est dans quelque chose de positif, ou on est dans une situation qui est négative. Là, en général, quelqu'un qui est entre les deux, c'est quelqu'un qui a fumé quelque chose. Il ne sait pas vraiment qui il est. Et même comme ça, on dirait que c'est possible qu'il soit en fait simplement déconnecté pour un moment. Mais quelqu'un qui est normal, il est dans un état ou un autre. On est heureux ou on est malheureux. On est croyant ou on est incroyant. On est gentil ou on est... Des fois, on n'est pas méchant, mais on ne devrait pas être méchant, mais les gens peuvent nous percevoir méchants. C'est vrai que le monde n'est pas constamment binaire. Et les gens qui sont les soi-disant bien-pensants, ils essayent de faire des nuances, constamment des nuances. La seule chose que je voudrais dire ici, c'est que dans ces nuances, il y a toujours deux états aussi. Parce que tout est, comment dirais-je, dissécable. C'est-à-dire qu'on peut toujours couper la chose et voir et diviser les choses. D'accord? Pourquoi je parle de ça? C'est un petit peu général, c'est en introduction, en guise d'introduction, parce que dans la vie réelle, euh, il faut savoir être réellement, parce que ce qu'on cherche tous, c'est le bonheur en fin de compte, c'est de pouvoir vivre cette vie de la meilleure façon possible. Donc, quelque part, il faut essayer de trouver le bonheur, et à ce moment-là, le bonheur, il doit être déterminé en fonction de quelque chose de tangible. On ne peut pas être heureux si on n'a pas ce dont on a besoin, si on n'a pas une maison, si on n'a pas des besoins primaires qui sont assouvis, qui sont pris en charge quelque part par nous ou par d'autres pour nous-mêmes. Et si on n'a pas ça, alors on est très souvent malheureux. Et ça, c'est juste les besoins principaux. À part les besoins secondaires, à part tout ce qui est superflu et qui, des fois, devient primaire pour certaines personnes. Donc, en fait, l'histoire, c'est en fait comment rechercher ce bonheur. Est-ce qu'on peut travailler pour acquérir ce bonheur? Est-ce qu'on peut avoir une méthode? Est-ce qu'on peut avoir un mahalar, comme on dit en hébreu, une voie à suivre, une méthodologie pour arriver au bonheur ou pas? Est-ce que ça existe? Et moi, j'ai résumé ça un petit peu à être connecté. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ce monde, tout est une question de connexion. On a bien vu, on le sait. Quelqu'un qui n'a pas de téléphone intelligent, il est bête. Non. En fait, lui-même, il est à la limite moins intelligent que le téléphone. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de faire de la publicité pour les téléphones intelligents, mais c'est une nécessité d'avoir une connexion avec le monde qui nous entoure. Ils ont voulu vendre Internet au départ en disant aux gens, quand vous allez vous abonner à chez nous, vous aurez une fenêtre sur le monde.
En fait, il n'y a plus de frontières. Et c'est ce qu'ont voulu faire les concepteurs d'Internet. En fait, c'est donner la possibilité aux gens d'être connectés. Mais pas seulement d'être connectés. En fait, ils ont essayé en fait, de nous imposer un contrôle à distance. C'est-à-dire qu'à travers Internet, les gouvernements ont essayé de pénétrer les sociétés. Comment? Par exemple, d'abord, vous savez qu'Internet, ça a été fait par l'armée américaine. C'est eux qui ont développé ça. Et pourquoi? Bon, c'était un moyen d'abord de communication entre eux, mais je ne pense pas que ça a été développé, ça a été peut-être expérimenté, mis à l'essai à travers l'armée. Mais je crois qu'il y avait, personnellement, c'est mon analyse, peut-être que je me trompe, mais je crois que les penseurs américains ont voulu gagner la guerre froide qui se jouait contre l'URSS dans le temps. Donc qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait une possibilité de rentrer dans les sociétés et d'imposer les valeurs occidentales et le capitalisme et le côté libéral de démocratie, etc., pour avoir en fin de compte un meilleur monde. Donc, ils ont développé cela. C'est vrai qu'il y a des moyens de censurer Internet, puisque il y en a qui le font, que ce soit en Iran, que ce soit en Arabie Saoudite, etc., ou même comment dirais-je, d'une certaine manière à tous les niveaux, même Facebook censure d'une certaine manière certaines informations. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux. Parce que ça crée des guerres, ça crée des révolutions, ça peut créer des attentats, du terrorisme, etc. dans le monde. Donc rien n'est étanche. Mais à la base, l'idée, c'était de faire circuler l'information de telle manière à ce que les gens puissent puissent voir qu'est-ce qui se passe réellement dans ces sociétés qui étaient évoluées et qui vendraient la liberté. Donc, en étant connectés, en faisant en sorte que les gens se connectent, on peut mieux les contrôler. On peut mieux les contrôler. Et c'est justement ce qu'on voit. On voit bien que, par exemple, aujourd'hui, parce doit toujours parler un peu d'actualité dans nos cours, on voit aujourd'hui qu'il y a eu, et Donald Trump a accepté ça, accepté le fait que, parce qu'on lui a montré que effectivement les Russes avaient intervenu ou étaient intervenus dans la campagne électorale, en espionnant ou en hackant, c'est-à-dire en brisant les mesures de sécurité des démocrates, ils ont réussi à aller faire des dommages dans le Parti démocrate. Est-ce que ça a aidé Donald Trump ou pas? Je ne connais pas, et lui-même peut-être ne sait pas à quel point ça a pu aider ou pas aider. En tout cas, les Russes démentent tout cela. Mais on voit bien que d'une certaine manière, ça s'est retourné contre les Américains. Ça veut dire que quelque part, les gens ont utilisé justement cette toile pour renvoyer la balle. Pourquoi? Parce que dans le monde, c'est une question de bras de fer. Qui c'est qui va avoir le contrôle sur le monde? Alors donc, on est dans une course au contrôle, et on voit bien qu'avant, il y avait, parce que ça se déroule au niveau économique, on voit que la Chine est comment dirais-je, la puissance économique mondiale actuelle, et Donald Trump essaye de rattraper le jeu. Et la troisième puissance qui essaye de tirer son épingle du jeu, c'est qui? Je vous le donne en mille, c'est la Russie. La Russie qui essaye justement d'avoir, elle aussi, par son influence dans le monde, par ses armes aussi, etc., d'avoir une influence pour pouvoir jouer dans la cour des grands. De la même manière qu'elle faisait dans le temps de l'URSS, avant la chute de l'URSS. Mais on sait que la Russie, ça a toujours été un pays qui a toujours voulu d'abord prendre l'Ukraine sous sa botte. On a vu avec la Crimée, on a vu avec... Donc on voit tout ce jeu-là. Pourquoi je parle de ça? C'est en fait pour dire que le fait qu'on soit connecté, okay, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que tout se joue maintenant. Et bien non seulement ça, on a, grâce à cet outil, ou en dépit de cet outil qui est Internet, et aussi les smartphones qui nous permettent d'être constamment connectés à tout ce qui se passe dans
à tous les niveaux, que ce soit au niveau social, au niveau économique, au niveau gouvernemental, au niveau des informations dans le monde, au niveau comment dirais-je, euh, de l'entertainment, des loisirs, etc. Toutes ces choses-là font partie. En fait, on est en train, on a changé. C'est pas nous, c'est les concepteurs de ce genre de choses ont redessiné la façon d'être heureux. Donc, on est dans une situation où on est connecté. Ok, il y a des gens qui ne sont pas connectés, mais même vous pouvez aller dans des pays en voie de développement et vous allez voir tous les gens avec des téléphones. On se demande comment ils les vendent. Alors qu'ici, ils nous les vendent en dollars, ça coûte de 500 ou 2000 dollars un téléphone. Là-bas, comment ils font? Alors qu'ils gagnent en dollars, en valeur absolue, ils gagnent pratiquement rien. Comment ils font pour avoir ça? Je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez arriver. Avant, il y avait je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des satellites. Pour avoir l'information, alors ils avaient tous des soucoupes sur les maisons, sur les tentes. Ils avaient leur télévision avec des batteries, avec des, je sais pas, peut-être ils mettaient un petit enfant en train d'appuyer ou de tourner la manivelle pour avoir de l'électricité, je ne sais pas comment ils faisaient, pour que le type il voit sa télévision avec une soucoupe. Au moins pour qu'il soit au courant de ce qui se passe dans le monde. C'est de la folie. Moi, quand j'y pense, je me dis, il faut vraiment, on voit que l'information est rentrée partout, même dans les recoins du monde où ils n'ont pas peut-être de l'eau pour pouvoir boire. Et donc, moi, personnellement, je me suis toujours posé cette question. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment ils font? Comment ils font ces gens-là? Donc, en fait, pour en revenir un petit peu à cela, ce que je voulais dire, c'est que la façon de concevoir le bonheur a été changée. Avant, on avait la télévision, on avait la radio, là, on avait les journaux, on avait des affiches, on avait des choses qui nous donnaient de l'information, et on vivait notre vie, on essayait d'être heureux à travers ce qu'on avait comme information. Mais là, l'information, elle nous assaille constamment. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le monde a changé à ce point-là? C'est vrai qu'il y a des raisons économiques à cela. Il y a des raisons de technologie où on veut qu'il y ait toujours une amélioration. C'est la course, la course constamment à l'amélioration et à tout ce qui est de plus en plus sophistiqué, de la sophistication à outrance. Et je suis sûr qu'il y a des choses qui sont déjà développées et qui ne sont même pas mises en marché. Pourquoi? Parce que qui c'est qui va les acheter? D'abord, on veut pas les mettre sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on veut d'abord faire l'argent sur ce qu'on a développé, et ensuite on va faire l'argent sur ce qu'on a développé encore. De plus, qui sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts. Il reste juste à les mettre en marché. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est en train justement et c'est là où le danger arrive, on est en train d'essayer on a donné un moyen aux gens différents de pouvoir vivre leur vie, d'accord? Et à ce moment-là, si ces gens-là ne prennent pas leur vie en main, ben en fait, ils vont être téléguidés, pratiquement, à la longue, par ce qu'on leur envoie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, avant, il n'y avait pas beaucoup de publicité sur Internet. Ça s'en va. Bon, les télévisions sont encore là, mais il y a les télévisions intelligentes. Pourquoi? Parce que ça remplace. On veut constamment avoir le contrôle sur ce qui se passe dans la tête des gens, mais petit à petit, on fait de plus en plus de publicité. Vous allez sur n'importe quel site d'information, vous lisez. C'est vrai qu'avant, on achetait le journal, donc quelque part, l'information, elle doit se payer. Donc on doit le faire à travers les publicités qu'il y avait avant dans le journal. Donc on a l'information gratuite, mais d'un autre côté, on a la publicité qui nous assaille. Donc on est tout le temps connecté et de cette façon, on nous donne l'information, on nous pousse à acheter, on nous pousse derrière. Et donc notre perception du bonheur est en fait pratiquement la même, mais c'est simplement qu'elle est constamment en évolution. C'est-à-dire au fond, est-ce qu'on peut vivre avec ce dont on a besoin, ou est-ce qu'on va constamment essayer de faire en sorte de répondre aux sollicitations du marketing, de tout ce qui se passe dans le monde? Et là, si on est happé par toutes les sollicitations, on va augmenter notre
demande entre guillemets, de bonheur, et là, probablement qu'on ne l'aura pas, et on sera peut-être malheureux. Donc on arrive toujours à cette possibilité d'être heureux ou pas, bien que on a l'impression que les choses sont pratiquement, ces choses-là sont pratiquement comme avant. Ce calcul, cette façon d'évoluer est pratiquement la même. C'est simplement que les données, la présentation a changé. Ça, c'est être connecté par rapport à notre société, notre ère, notre époque. Pourquoi? Premièrement, entre parenthèses, c'est important de parler de ça. Pourquoi cela? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'à notre époque, on a l'information au bout des doigts? Pourquoi à notre époque, quand on est à l'université, si le professeur fait un cours et que les étudiants sont là et il dit un terme, je ne sais pas, savant, ils vont tous le googler pour essayer de voir si le professeur connaît sa matière. Autrement dit, ils connaissent l'information avant que le professeur, ou en même temps que le professeur, et ils vérifient. Ils vérifient si le professeur dit des bêtises ou pas. C'est grave cette histoire. Comment ça se fait que c'est comme ça? C'est justement cette révolution. On peut plus. L'information est au deux doigts. Moi, je me rappelle, j'étais à Paris, ça fait 100 ans, non, je m'amuse. Ça fait, je peux dire à peu près, je sais pas, 40 ans à peu près. J'étais à Paris et puis un de mes cousins m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je lui ai dit, eh ben, je sais pas, peut-être ingénieur ou quelque chose comme ça. Il m'a dit, tu sais, tu devrais aller dans les communications. Lui-même, il était ingénieur. Il a dit, les communications, c'est l'avenir. C'est l'informatique et les communications. La télécommunication, il m'a dit. Ça fait 40 ans. Il était... Effectivement, il avait raison. Il avait raison. Ça s'est développé, mais d'une façon fulgurante. Et pourquoi à cette époque, c'est comme ça? Et là, je reviens un petit peu à ce que j'avais dit au dernier cours. Concernant la fin des temps, je n'ai pas dit textuellement, mais à la fin des temps, c'est écrit que dans le Zohar, dans la Kabbalah, c'est écrit que à la fin des temps, quand le Mashiach va arriver, il va y avoir des événements dans le monde. D'accord? Ces événements vont être probablement très spectaculaires. Pourquoi? On le voit déjà. Je veux dire, on a justement l'iPhone, on a la télévision, on n'a même pas les journaux, parce que les journaux, ils sont en train de disparaître, ils sont en ligne. Mais on voit qu'il y a de plus en plus. On n'aurait jamais... C'est vrai que dans le temps, déjà, ça fait 30 ans, il y avait des terroristes, et malheureusement, c'était les Palestiniens qui avaient été parmi les premiers à faire des attentats un peu partout dans le monde, pour attirer l'attention du monde. Mais on le voit, que n'importe quel petit jeune, il prend un revolver ou une arme automatique, il commence à tirer à l'aéroport par-ci, à l'aéroport par-là, dans les cafés, dans les trucs, ils prennent un camion, ils rentrent n'importe où. Ce sont des choses qui auraient été complètement aberrantes, ça fait 30 ans ou 40 ans. Jamais on n'aurait pensé à ces choses-là. Et c'était des guerres conventionnelles, plus ou moins. Il y avait l'avènement du terrorisme, ça avait commencé dans ce temps-là, avec Carlos, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous êtes encore trop jeune, mais dans la réalité, c'est ça ce qui se passait. Mais c'était pas autant qu'aujourd'hui. Ça s'est démocratisé, le terrorisme. Et c'est pas assez spectaculaire. Il y a encore plus que ça. On voit des choses de plus en plus d'armes sophistiquées, etc., qui fait que les gens sont mis devant cette situation où ils voient des choses spectaculaires. Et en fait, à l'avènement du Mashiach, les choses vont se passer d'une façon tellement rapide et tellement... Il va y avoir un enchaînement comment dirais-je, d'événements qui va faire que tout le monde va se ruer vers un poste de télévision ou directement maintenant sur son iPhone, parce qu'on peut voir toutes les choses en direct. Aujourd'hui, il y avait la conférence de presse de Donald Trump, sa première conférence de presse. Tout le monde pouvait avoir accès, online, constamment, directement. Pas besoin d'aller devant un poste de télévision, il peut être dans un métro, n'importe où, et il peut voir les choses. Donc, de cette manière, le jour où le Mashiach vient, tout le monde va savoir, et c'est écrit exactement dans le Zohar, dans
dans le Zohar sur, j'ai oublié dans quel paracha, je ne l'ai pas en tête, mais là-bas c'est écrit que quoi? Que il va y avoir des guerres. Et c'est écrit que tout le monde voit. Ça veut dire qu'il va y avoir des guerres des étoiles, ce qu'on appelle guerres des étoiles. Nous, on peut le voir avec des missiles, des contre-missiles, comme on a déjà vu, avec Dôme de Fer, avec Sling of David, etc. Toutes ces choses-là, ça va être, ce sont des combats entre les nations, mais à travers des missiles ou des avions. Chose que, dans le temps du Zohar, ça fait combien? 2000 ans. Il n'y avait pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne connaissait pas les avions, mais il parlait de guerre des étoiles. Ce qui va se passer au temps du Mashiach. Et tout le monde regarde. C'est écrit que tout le monde voit. Comment est-ce que c'est possible de voir ce qui va se passer là-bas en même temps? C'est-à-dire que le Zohar savait très bien que, à un moment dans l'histoire, on pourrait être connecté et voir les choses d'une certaine manière. Alors, est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait vu que c'était des iPhones ou une télévision? J'en sais rien. Mais que tout le monde voit instantanément. Ça veut dire qu'on peut être constamment connecté à ce qui se passe. Vous voyez? Et ça, c'est la force. Pourquoi? C'est pour ça que je dis pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il y a eu, pourquoi il y a eu le christianisme? Pourquoi il y a eu l'islam? Tout ça a des raisons. Ce n'est pas l'objectif de ce cours, de parler de ça. Mais si on est arrivé dans une société où les télécommunications et la communication fait en sorte que, par exemple, on a Donald Trump qui est maintenant au pouvoir. Pourquoi Donald Trump peut être au pouvoir? Vous savez pourquoi? Ben, je vais vous le dire. Donald Trump est au pouvoir parce qu'il a compris une chose, c'est que tout le monde était contre lui. Et que tout le monde, tous les médias, écrits, télévisuels, sur Internet, étaient contre lui. Donc il n'avait aucune chance de passer de cette manière. Il a très bien compris qu'il fallait utiliser Twitter, il fallait utiliser Twitter en fait. Il n'a fait que tweeter, comme un petit oiseau. Maintenant il va être dans une cage blanche, ça s'appelle la Maison Blanche. Ok? Il va être sous les barreaux. Il va être là-bas, le pauvre, il va travailler pendant 4, peut-être 8 ans, on verra. Je ne sais pas jusqu'où il va tenir. Parce qu'on veut déjà le descendre. On veut le descendre avant qu'il ait commencé. Vous vous rappelez, dès qu'il a été élu, tout le monde est sorti dans la rue et il va y avoir une manifestation de femmes le jour ou le lendemain de son assermentation ou de son inauguration. Ils veulent le descendre. C'est clair, ils veulent lui faire la peau. Même Meryl Streep, elle a strippé complètement, elle a déchiré. Devant le gratin de Los Angeles, dans les Golden Globes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, oui, ben, effectivement, il s'est montré, il s'est moqué avec l'arme à l'œil, il s'est moqué d'un handicapé. Il paraît que même Obama s'est moqué d'un handicapé dans une émission. J'ai vu ça sur Internet aussi. C'est un petit peu... Comme quoi, mais comment il a gagné? Il a gagné avec les smartphones. Il n'avait que son smartphone. Et il voyait et il répondait. Tout ce qui se disait, il répondait. Et jusqu'à présent, il répond. Il a combattu à travers son téléphone. Et il a été élu. Pourquoi? Parce qu'il est passé par-dessus tous les médias. Tous ceux qui voulaient l'abattre, il les a abattus grâce à Twitter. Il répondait à Twitter. À 2h du matin, à 5h du matin, dès qu'il avait une information, il répondait et il envoyait. Et tout le monde avait l'information en the spot. Et c'est de la folie. C'est fou ce qu'on est en train de voir. C'est comme ça qu'il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'était d'être connecté qui vaut le coup. C'est comme ça qu'il les a eus. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il y avait quelqu'un de CNN aujourd'hui qui voulait poser une question dans la conférence de presse. Vous voulez poser une question? Il a dit non, je ne te réponds pas. Toi, non. Attends. Toi, tu es un menteur, vous êtes des menteurs, je ne vous réponds pas. Ah, moi, il m'a impressionné. J'ai dit, ça, c'est un... Je sais pas qui c'est ce type. Je sais qu'il a des valeurs extraordinaires, mais d'un autre côté, il peut être un danger total. C'est quelqu'un qui est binaire. On ne sait pas. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est binaire ou... Comment on dit comment il y a des gens là qui ont un problème de... Bipolaire, non. Je ne pense pas qu'il soit bipolaire. C'est vrai que les bipolaires sont très intelligents et qu'ils arrivent à des postes, ils peuvent arriver à des postes très hauts. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est capable. Et c'est quelqu'un qui a un grand cœur.
Je l'ai déjà dit dans d'autres conférences. Si vous allez sur YouTube ou sur Facebook, j'ai mis des conférences sur quand il est arrivé au pouvoir d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça m'avait impressionné et j'ai vu qu'il y avait un retournement de situation au niveau de l'histoire du peuple d'Israël, du fait qu'il a été élu. D'ailleurs, son beau-fils qui est juif va avoir et sa fille vont avoir une influence énorme à la Maison Blanche. Donc on voit que c'est un petit peu comme l'histoire d'Esther du temps de Achashverosh et du temps de Haman. Et je ne vous dis pas qui c'est Haman dans l'histoire. Vous devez l'avoir compris. En tout cas, mais allez voir sur Facebook ou sur YouTube, je pense. Non, le YouTube, je ne l'ai pas encore mis parce que j'avais un problème technique, mais je vais le mettre. Mais quand les gens vont voir à ce point que ce monsieur je crois qu'il commence, il réalise qu'en fait, il a complètement mis, le jeu politique ne se fait plus comme avant. Avant, c'était les médias qui dirigeaient, c'est eux qui faisaient ou défaisaient les rois. Là, maintenant, c'est plus la même chose. C'est les médias sociaux. C'est fou. Le monde est en train de changer. Il faut juste être connecté. Vous voyez? Mais au fond, est-ce qu'on est plus heureux ou plus malheureux? Est-ce que c'était pas mieux d'être sans les informations? Est-ce que c'était pas mieux d'être dans son petit là-bas, en train de prendre un petit thé à la menthe, en train de taper sur une cuvette en cuivre qu'on essayait d'arranger, ou en train de tisser un nouveau vêtement? Peut-être c'était ça le bonheur, sans avoir à être connecté à ce point-là. Ils avaient une autre connexion. Ils avaient une autre connexion. Ils avaient la connexion avec l'au-delà, avec le haut, avec la vraie vie. C'est pour ça qu'au départ, dans ce cours, je parlais de ce binôme, être qui est constamment présent. Est-ce que on est croyant ou incroyant? Est-ce qu'on est heureux ou malheureux? Est-ce que c'est le jour ou la nuit? Est-ce qu'on est réveillé ou on est en train de rêver? Est-ce qu'on est dans une déprime ou dans une joie? Le monde est fait de cette manière. Mais il est encore fait de cette manière. C'est simplement que la technologie, les nouvelles méthodes pour être heureux ont changé. Mais en fin de compte, c'est la même chose. Quand Hillary Clinton, elle a préparé son discours et elle a préparé son show parce qu'elle croyait qu'elle allait devenir présidente, elle était pratiquement sûre, et qu'elle a perdu, elle est tombée d'encore plus haut. Parce qu'avant, peut-être ça se passait devant des millions de personnes, mais pas à ce point-là. Tout le monde n'était pas... les choses se passaient, on dirait que les spectateurs d'avant, ils n'étaient pas là. Parce qu'il y avait peut-être du monde qui était là, qui recevait les rois, qui acclamait les rois quand ils passaient. D'accord? Mais quand c'est des millions et des milliards de personnes qui voient ça à la télévision, la chute est encore plus haute, est encore plus forte. Elle s'est préparée à monter, et puis elle est tombée d'un coup. Vous voyez? En tout cas, pour en revenir à cela, la question est de savoir de quelle façon il vaut mieux être connecté pour être heureux. Est-ce que c'est à travers les vraies valeurs ou à travers ce que nous propose la société actuelle? Autrement dit, à travers tout ce qui est technologie et autres. Pas seulement la technologie, parce que même les vacances, on a l'impression qu'on vit les vacances. Mais quand on va en vacances, c'est très difficile de se séparer de son téléphone. Il y en a même qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, je crois qu'ils le donnent à l'entrée à l'hôtel, ils le mettent dans un coffre-fort, je ne veux pas avoir la combinaison. Je veux être complètement coupé. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, on n'arrive pas à se défaire de cela. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se reconnecter avec le vrai bonheur. C'est un problème. Alors c'est quoi le vrai problème? C'est quoi le vrai bonheur? C'est ça la question. Comment est-ce que on peut, quand est-ce qu'on peut dire qu'on est dans le bonheur? Donc, quand est-ce qu'on peut dire qu'on est heureux? Alors, il y a une chose qu'il faut savoir. La Torah nous dit, il y a 3 choses qui font sortir l'homme de ce monde. D'accord? C'est la jalousie,
Oui. Le Akin'a, c'est la jalousie. Hata'ava, c'est quoi? La ta'ava, c'est les désirs. Akina Atava Vea Kavod, Moti et Adam Mina Olam. Ça, c'est dans Pirkei Avot. Et la recherche des honneurs. Donc, la jalousie, le, les désirs, la poursuite des plaisirs, en fait, et la recherche des honneurs font sortir l'homme de ce monde. Autrement dit, cette quête de ces trois choses, en fait, c'est c'est la recette pour ne pas être heureux, en fin de compte. Pourtant, quelqu'un qui aurait ses désirs assouvis, il serait heureux. Quelqu'un qui aurait ce que l'autre a, théoriquement, il serait heureux. Quelqu'un qui aurait le kavod, l'honneur, tous les honneurs, il aurait été heureux. Si Hillary Clinton, elle avait été élue en tant que présidente, elle aurait atteint l'apogée de ce qu'elle a voulu comme bonheur dans ce monde, qui était en fait d'être présidente. Parce que quand quelqu'un il a l'argent, il a eu tout l'argent du monde. Je ne sais pas si elle était riche. Elle dit, ah, il doit avoir de l'argent, ça ne remonte pas. Mais quand quelqu'un a de l'argent, qu'est-ce qu'il cherche après? Donald Trump, attention, il veut pas jeter son argent. Il a mis ses enfants pour gérer la fiducie, etc., pour ne pas qu'il ait de conflit d'intérêts. Mais il a dit, s'ils font du mauvais travail, je les jette après. Après moi, ma présidence. Je les mets à la porte. Mais il va pas jeter son argent. Mais qu'est-ce qu'il cherche après cet argent? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait être président. Il voulait, peut-être pas parce qu'il veut faire du bien, je ne sais pas, peut-être parce que simplement, il veut être à la tête de quelque chose. Donc c'est de recherche de kavod. Je ne parle pas des plaisirs. Et il a eu 3 femmes, c'est minimum ça c'est des déclarés à l'état civil. D'accord? Mais à part ça, je ne sais pas, il a recherché. Et puis la jalousie, c'est normal parce qu'on ne peut pas devenir président si on n'est pas jaloux de l'autre président. D'ailleurs, pourquoi il y a un vice-président? Parce qu'il a le vice de devenir président. Donc le monde extérieur, le monde superficiel, le monde vain, il est basé sur ces choses-là. Mais alors comment faire, nous, qu'est-ce qu'on a à proposer, nous, les gens qui voulons être heureux vraiment, sans avoir à se déchirer, à courir après les honneurs? Parce qu'en fin de compte, les honneurs, c'est quoi? C'est quoi les honneurs? Ça, c'est le top, c'est the best. Après les plaisirs et le fait d'avoir la même Jaguar que l'autre. Oui? Ou la Jaguar, ou la Land Rover, ce que vous voulez, hein? Ou Alfa Romeo, ou Maserati. Bon. Pourquoi on l'appelle Maserati? Parce que c'est une misère quand on l'a pas. Vous comprenez? Alors, l'idée, c'est quoi? C'est essayer de se détacher de toutes ces façons néfastes de croire qu'on peut être heureux de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a à proposer si c'est pas cette façon? Et oui, j'ai oublié de dire, parce que là, je me suis perdu un petit peu. En essayant de faire des blagues, des fois, on oublie qu'est-ce qu'il faut dire. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, le bonheur, la recherche des honneurs qui est au top des 3, c'est donc, en fait, la finalité. Parce que quand on a acquis les honneurs, ça veut dire qu'on a eu tout. Vous voyez? En principe, hein, ça c'est l'échelonnement normal. C'est comme ça que ça se passe. C'est la procédure. Si on a eu tout ce qu'on a voulu dans la vie, là, on commence à vouloir des honneurs. Mais les honneurs, c'est quoi? Ce ne sont que des illusions. C'est une illusion. Dans ce monde, c'est sûr. Dans ce monde et ailleurs. Ah, peut-être c'est vrai que si, c'est le bon Dieu qui nous honore. Ça, c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce que c'est quelqu'un? Quelqu'un qui a des honneurs, c'est quelqu'un qui s'imagine que quelque chose. Il s'imagine que quoi? Qu'il est le best, qu'il est le meilleur. C'est ça ce qu'il s'imagine. Parce que tout le monde lui dit tu es le meilleur, on te donne ses honneurs, ça veut dire que tu es plus que nous. Donc autrement dit, quelque part, il s'imagine qu'il est réellement plus que les autres.
Et donc, ça lui donne une certaine satisfaction, mais qui en fait n'est que le résultat de l'imaginaire de cette personne. On imagine qu'on est supérieur, mais qui nous a dit qu'on est supérieur? Peut-être qu'un monsieur qui est dans les bas-fonds de la ville, il a plus de valeur que nous. Parce que, en fait, quand on dit que quelqu'un est supérieur, entre guillemets, c'est parce qu'il a plus de valeur, parce qu'il a fait des choses. Mais si quelqu'un qui est dans les bas-fonds de la ville, il est en train de s'occuper des sans-abri, il est en train de leur donner à manger, de les couvrir pendant qu'ils dorment à -40, qu'il essaye de faire du bien partout, d'accord? Eh bien, peut-être que cette personne, elle a beaucoup plus de valeur qu'une personne qui s'est hissée à un poste tellement important, et peut-être en écrasant tout le monde autour de lui, d'accord? Alors, qui nous dit que réellement cette personne a plus de valeur? Parce qu'en fin de compte, la seule chose pour laquelle on pourrait penser dans notre imaginaire qu'on mérite ces honneurs, c'est parce qu'on a de la valeur. On a des valeurs. Et parce qu'on a ces valeurs, alors on mérite réellement. Et donc ces valeurs, quand on a des valeurs, on les a en nous. Les valeurs, ce sont des choses qu'on a en nous, qu'on ne peut pas nous enlever. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour quelqu'un d'autre, ou en faisant du bien, ou pour son pays, pour ses parents, pour ses enfants, pour sa femme. Toutes ces choses-là, ce sont des valeurs qu'on ne peut pas enlever à cette personne. Parce qu'il a acquis. C'est quelque chose qui lui est éternel. Et quand on a quelque chose qui est éternel, c'est qu'on est proche de l'éternel. Donc, en ayant des valeurs, en développant et en accumulant des valeurs, on prend de la valeur. C'est comme les métaux précieux. L'or, on ne va pas le rendre de l'argent. L'or, c'est de l'or. On trouvera toujours de l'or quelque part. Cet or aura toujours cette même valeur. On ne peut pas le salir. On ne peut pas le remettre avec des scories à l'intérieur. Et même si on le fait, si on le mélange, on essaie de faire un alliage, il y aura toujours cet or, cette valeur qui sera là quelque part. Même si on met du cuivre pour faire du 14 carats ou du 10 carats, en fin de compte, l'or qu'il y a dedans restera de l'or. La valeur sera toujours de l'or. C'est pour cela que même si un homme, il a fait quelque chose de bien, il a acquis une valeur, même s'il a fait des choses mal, il a cette valeur, elle est en lui, même si elle s'est mélangée avec des actions qu'il a, comme tout le monde a des mauvaises actions dans le monde. Eh bien, ça se mélange avec des mauvaises actions, mais il n'a pas perdu cette valeur. La valeur qu'il a acquise, il a acquis. Et ça, c'est pas l'imaginaire, c'est la réalité. Et ce que quelqu'un, il pense et il s'imagine, quand on lui donne des honneurs, c'est peut-être faux. C'est peut-être, je dis bien, parce que peut-être que c'est vrai. Peut-être que cette personne, elle a agi du meilleur possible, de la meilleure façon possible, et qu'elle est valeureuse. Mais quand quelqu'un met tout ce qu'il a en jeu pour acquérir le kavod, c'est-à-dire les honneurs des gens, ça veut dire que quelque part, la valeur qu'il a n'est pas de la vraie valeur. Parce qu'il a tout mis, toute son énergie à essayer d'être juste, comment dirais-je, adulé par le public, par les gens. Et ça, c'est pas obligatoirement, ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est une personne qui est valeureuse. Et donc, comment faire? Qui c'est qui est heureux? En fin de compte, pourquoi je parle de ça? Parce que l'idée, c'est de savoir à quoi se connecter réellement. Alors, en fait, il faut essayer de se connecter aux vraies valeurs. Les valeurs qui sont éternelles, les valeurs qui ne perdent pas de leur valeur. Et cela, ce n'est pas à travers l'argent, ni à travers les plaisirs matériels. Bien que, par exemple, nous, dans le judaïsme, on ne minimise pas l'importance des plaisirs de ce monde. Non. Dans le judaïsme, c'est tout à fait normal, pas seulement normal, conseillé. C'est obligé pour un homme de se marier. Ok? Chez la femme, c'est pas obligé, mais c'est bien. D'accord? C'est pas qu'on ne veut pas qu'elle se marie, au contraire, on veut qu'elle se marie. Mais par rapport à son tikkun de la femme, par rapport à
à ce qu'elle doit faire dans ce monde. Si elle ne s'est pas mariée, c'est pas grave, elle n'a pas besoin pour évoluer. Parce que le mariage, c'est simplement pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se réaliser, pour acquérir de la valeur. Mais une femme, elle a de la valeur naturellement. Et donc, quand elle va se marier, elle va aider son mari à atteindre, à gagner de la valeur, et elle va partager avec lui cette valeur. Mais elle peut grandir même sans mari. C'est ça l'avantage des femmes.